Nous passons maintenant au mécanisme d'action des antibiotiques. Vous savez que les antibiotiques présentent plusieurs mécanismes d'action au niveau d'une bactérie. En ce sens qu'on va distinguer des antibiotiques qui vont agir dans un premier temps sur la paroi bactérienne, d'autres qui vont agir sur la membrane cytoplasmique, d'autres qui vont agir sur la synthèse protéique et d'autres qui vont agir sur la synthèse des acides nucléiques et enfin des antibiotiques qui peuvent agir par ce qu'on appelle inhibition compétitive. On va donc reprendre tous ces modes d'action. Le premier mode d'action, c'est celui sur la paroi bactérienne. À ce propos, plusieurs types d'antibiotiques agissent sur des cibles, agissent sur des enzymes bactériennes qui interviennent dans la synthèse du peptidoglycane de la paroi. À ce propos, vous avez les bêta-lactames, c'est-à-dire donc les antibiotiques appartenant à la grande classe des bêta-lactamines. Ces antibiotiques vont inhiber une enzyme qu'on appelle la transpeptidase, et la transpeptidase intervient dans la synthèse de la paroi, donc le peptidoglycane de la paroi. Vous avez les glycopeptides, eux aussi. On peut citer par exemple le cas de la vancomycine. Tout à l'heure, on a parlé de la vancomycine. Voilà, donc je vous montre, voilà, glycopeptide, et vous avez ici la vancomycine. La vancomycine, on vient de le dire tout à l'heure, c'est une grosse molécule qui est normalement utilisée uniquement contre les grains positifs. Et bien justement, elle est utilisée contre les grains positifs, et son mode d'action, c'est donc, elle va inhiber la synthèse de la paroi. Comment? En se liant à un intermédiaire de la synthèse du peptidoglycane. Vous avez des antibiotiques maintenant qui vont agir au niveau de la membrane cytoplasmique. À ce propos, on peut citer les polymyxines. Donc, ces derniers vont agir comme détergents cationiques et grâce à leur caractère amphipathique, elles vont pénétrer dans la cellule bactérienne et elles vont s'insérer parmi les phospholipides de la paroi, notamment les grammes négatifs, ce qui va donc perturber la perméabilité membranaire et par conséquent, ça va causer la mort de la cellule bactérienne. Vous avez des antibiotiques qui vont agir sur la synthèse protéique. À ce propos, on peut dire que les bactéries ont des ribosomes qui font 50S pour la grande sous-unité et 30S pour la petite sous-unité. Mais pour les cellules eucaryotes, ils ont des ribosomes dont la grande sous-unité fait 60S et la petite fait 40S. Or, les antibiotiques vont sélectionner bien sûr les ribosomes bactériens au lieu des ribosomes des cellules eucaryotes. Donc, les ribosomes des prokaryotes ne sont pas constitués des mêmes protéines que ceux des cellules eucaryotes. Et à ce propos, on va distinguer des antibiotiques qui vont agir au niveau de la sous-unité 50S et d'autres qui peuvent agir au niveau de la sous-unité 30S. Au niveau de la 50S, ces antibiotiques vont agir en inhibant ou bien en empêchant la fixation d'un nouvel acide aminé sur la chaîne qui est en croissance. Et ceci, bien sûr, est attribué aux antibiotiques de type phénicol. Et vous avez des antibiotiques qui peuvent agir sur le transfert de la chaîne en croissance, et ce, du site A, c'est-à-dire le site aminopeptidyle, le site aminoacyle, vers le site P, c'est-à-dire le site peptidyle. Et ceci, bien sûr, est attribué aux antibiotiques de type macrolide. Vous avez maintenant des antibiotiques qui peuvent agir sur la sous-unité 30S. C'est le cas des tétracyclines, c'est le cas aussi des aminosides ou bien aminoglycosides. Et là aussi, ces antibiotiques vont agir en perturbant la liaison des aminoacyles qui sont liés aux aériens transferts au ribosome. Donc, ils vont donc empêcher la liaison des aminoacyles aériens transferts au ribosome bactérien.
Vous avez des antibiotiques qui vont agir sur le métabolisme des acides nucléiques et bien sûr sur leurs précurseurs. Alors, à ce propos, donc, on distingue les antibiotiques qui vont agir sur la synthèse des ARN et d'autre part des antibiotiques qui peuvent agir sur la synthèse des ADN et de leurs précurseurs. Pour les inhibiteurs de l'ARN polymérase, ils sont représentés par les antibiotiques appartenant donc aux ensamicines, tandis que les antibiotiques qui vont inhiber l'ADN gyrase, ils sont regroupés dans les antibiotiques appartenant aux quinolones. Ces deux groupes d'antibiotiques, c'est-à-dire les ensamicines et les quinolones, doivent leur spécificité d'action en raison bien sûr en raison des différences qui existent entre les enzymes des prokaryotes et des eucaryotes. Ce qui fait bien sûr que ces antibiotiques vont reconnaître spécifiquement une cible bien précise. Vous avez les sulfamides qui vont agir sur la synthèse de l'acide folique. Or, l'acide folique, c'est un précurseur de la synthèse des bases puriques et pyrimidiques. Et donc là aussi, la spécificité de ces sulfamides revient au fait que ces sulfamides vont agir sur la synthèse de l'acide folique. Or, l'acide folique n'est pas synthétisé par les cellules eucaryotes. Alors, là justement, comment vont faire les sulfamides pour agir sur la synthèse de l'acide folique? Et donc l'acide folique, on vient de le dire, c'est un précurseur de la synthèse des acides nucléiques qui sont donc les bases puriques et pyrimidiques. On peut représenter ceci de la manière suivante. On va mettre ça. On va effacer le tableau. On va représenter, si vous voulez, le mode d'action des sulfamides. On vient de dire donc que les sulfamides vont agir sur la synthèse de l'acide folique. Or, ce dernier, donc, c'est un précurseur de la synthèse des bases puriques et pyrimidiques. Les sulfamides, normalement, on vient de le dire, ce sont des composés qui sont issus à partir d'un composé qui est l'acide para-aminobenzoïque. L'acide para-aminobenzoïque. L'acide para-aminobenzoïque peut être représenté de cette manière. Vous avez ici un NH2, et vous avez ici le groupement COOH. Ça, c'est l'acide para-aminobenzoïque. Or, l'acide para-aminobenzoïque, normalement, c'est un composé qui est utilisé par la bactérie pour synthétiser l'acide folique. Quand on va bombarder une bactérie par un sulfamide, le sulfamide donc, va agir sur la bactérie donc, en inhibant la synthèse de l'acide folique et par conséquent la synthèse des acides nucléiques. Pourquoi? Parce que les sulfamides sont issus donc de l'acide para-aminobenzoïque. Or, l'acide para-aminobenzoïque, donc, il est utilisé par les bactéries pour synthétiser l'acide folique. Quand on va bombarder les bactéries par le sulfamide, normalement,
il va être utilisé par la bactérie en croyant qu'elle utilise l'acide para-aminobenzoïque. C'est-à-dire que la bactérie va utiliser le sulfamide à la place de l'acide para-aminobenzoïque, parce que c'est un analogue de structure. Et donc, lorsque la bactérie va utiliser le sulfamide à la place de l'acide para-aminobenzoïque, la chaîne métabolique qui va aboutir à la synthèse de l'acide folique est inhibée. Et par conséquent, celle qui, par la suite, donnera les acides nucléiques est inhibée. Donc, voici comment agit l'antibiotique pour inhiber la synthèse de l'acide folique. Les sulfamides agissent sur la synthèse de l'acide folique, qui est un cofacteur de la synthèse des bases puriques et pyrimidiques. Donc, les sulfamides vont maintenant être pris par les bactéries en croyant que ces dernières prennent de l'acide para-aminobenzoïque. Or, c'est le sulfamide qui les incorpore, d'où donc élimination, un arrêt de la synthèse de l'acide folique. Vous avez le dernier mode d'action des antibiotiques, c'est celui par inhibition compétitive. Et là, justement aussi, on peut dire que les sulfamides agissent sur les bactéries par inhibition compétitive. Pourquoi? Parce que justement, en utilisant les sulfamides pour lutter contre les bactéries, les sulfamides vont être pris pour l'acide para-aminobenzoïque. L'acide para-aminobenzoïque ainsi que les sulfamides peuvent être considérés comme des analogues de structure et par conséquent, le sulfamide prendra la place de l'acide para-aminobenzoïque, d'où donc inhibition de la synthèse de l'acide folique et par conséquent celle des acides nucléiques. Donc c'est une inhibition compétitive. Nous passons maintenant au paragraphe résistance aux antibiotiques. On distingue deux types de résistance aux antibiotiques. Le premier, c'est une résistance qui est qualifiée de naturelle. Et le deuxième type de résistance, c'est une résistance acquise. La résistance naturelle, c'est un type de résistance qui est programmé sur le génome bactérien et donc il est fixe et constant à l'intérieur du taxon. C'est-à-dire, si vous prenez une souche bactérienne appartenant à une espèce donnée, par exemple, je prends Escherichia coli, toutes les souches appartenant à Escherichia coli sont par exemple résistantes à un antibiotique donné. N'importe quelle souche isolée de n'importe quel endroit, c'est une résistance qui est naturelle. C'est programmé à l'intérieur du génome et c'est fixe et c'est constant à l'intérieur du taxon. N'importe quelle souche appartenant à l'espèce Escherichia coli va présenter une résistance à un antibiotique donné, par exemple. C'est une résistance qui est donc naturelle. Et en principe, les résistances naturelles, ce sont des résistances qui sont bien sûr dues et sont portées par un gène qui est chromosomique. La résistance acquise maintenant. La résistance acquise, c'est une résistance qui est consécutive à des modifications de l'équipement génétique, c'est-à-dire des modifications soit au niveau du chromosome, soit au niveau d'un plasmide. Il se peut qu'une espèce bactérienne porte un plasmide et bien sûr, ce plasmide porte un gène et c'est ce gène, bien sûr, qui code pour la résistance qui est acquise, qui est bien sûr à l'origine de la résistance acquise. La résistance acquise ne concerne que quelques souches d'une même espèce ou d'espèces différentes. C'est-à-dire que
si vous prenez l'espèce Escherichia coli, vous avez plusieurs souches qu'on peut distinguer à l'intérieur de cette espèce. Ce nombre très très grand de souches, certaines montreront une résistance envers un antibiotique donné, d'autres montreront une sensibilité vers le même antibiotique. Donc, elles ne concernent que quelques souches d'une même espèce ou bien d'espèces différentes, c'est-à-dire que l'espèce Escherichia, par exemple l'espèce Pseudomonas aeruginosa, est résistante pour un antibiotique, alors que l'espèce Pseudomonas fluorescens est sensible pour un antibiotique. La fréquence de ces résistances, elle varie dans le temps. Donc les résistances acquises, ce sont des résistances qui varient dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire qu'une souche peut aujourd'hui montrer une sensibilité envers un antibiotique, par exemple l'ampicilline, et puis cette même souche, je ne sais pas, dans 2 ou 3 ans, elle peut montrer une résistance envers le même antibiotique. En fait, ça peut être la même souche, ou bien ça peut être une espèce carrément. Je prends l'espèce Escherichia coli. Escherichia coli montre aujourd'hui une sensibilité pour l'ampicilline. Dans 2 ans, par exemple, toutes les souches appartenant à l'espèce Escherichia coli montreront une résistance à l'ampicilline dans le temps. Bien sûr, avec le temps, il y a des résistances qui apparaissent au niveau d'un génome bactérien. Et dans l'espace, en effet, on peut distinguer des résistances, on peut isoler une souche, par exemple, d'un service hospitalier, une souche appartenant à l'espèce Pseudomonas aeruginosa, qui est sensible à un antibiotique. Et puis, dans un deuxième service hospitalier, on peut isoler une autre souche appartenant à Pseudo-aeruginosa, mais qui est résistante. Donc la première est sensible à un antibiotique, mais l'autre, elle est résistante aux mêmes antibiotiques. Donc vous voyez que la résistance, elle diffère en fonction de l'espace. Donc d'une région à l'autre, d'un hôpital à un autre, et même d'un même... Alors j'ai pris donc le cas le plus pointu d'un service à l'autre. Si on assiste à une variation dans la résistance d'un service à l'autre, qu'en est-il si on prend un hôpital puis un autre? Et puis qu'en est-il si on prend une région donnée et puis une autre région? Déjà, les résistances s'observent au niveau de la même structure hospitalière, mais d'un service à l'autre. Alors, qu'en est-il si je prends, bien sûr, des régions qui sont différentes? Là, automatiquement, dans une région donnée, on peut isoler une souche de Pseudo-aeruginosa qui est sensible à l'imipenem, par exemple, l'imipenem, et puis dans une autre région, on peut isoler une autre souche de Pseudomonas aeruginosa qui est résistante et non pas sensible à l'imipenem. Les résistances qui sont qualifiées d'acquises peuvent se produire aussi bien par des mutations au niveau du chromosome, avant tout contact avec un antibiotique. Donc, ce sont donc des mutations spontanées, c'est-à-dire que parfois, un chromosome bactérien possède une séquence nucléotidique qui va varier par une mutation spontanée, et il se peut justement que la mutation en question soit à l'origine d'une résistance vis-à-vis d'un antibiotique. La résistance peut être due aussi par l'acquisition d'un plasmide, ou bien par l'acquisition d'un transposant, ou bien par conjugaison bactérienne, ou bien plus rarement par transduction. La conjugaison, bien sûr, c'est 2 bactéries appartenant à la même espèce, voire même parfois espèces différentes. Et donc, lors de la conjugaison, il y a passage d'un plasmide d'une souche donneuse vers une souche receveuse, et la souche donneuse a donné un plasmide qui contient un gène qui code pour la résistance à un antibiotique. La transduction, parfois il y a des virus, des phages qui vont infecter des cellules bactériennes, et puis les phages vont introduire dans le génome de la bactérie
des séquences nucléotidiques qui seront à l'origine, bien sûr, de la résistance vers un antibiotique donné. Ce deuxième type de résistance, c'est-à-dire les résistances acquises, ça constitue 80% des résistances qu'on rencontre donc chez les bactéries. 80% des résistances bactériennes sont dues à des résistances acquises. Et la résistance, bien sûr je parle de la résistance acquise, elle se transmet horizontalement entre des bactéries qui cohabitent de même espèce ou bien d'espèces différentes. Entre des bactéries cohabitant, là justement je fais allusion par exemple à des bactéries qui sont en biofilm. Vous savez que dans certains biofilms, on peut voir des bactéries appartenant à des espèces différentes et qui sont bien sûr et qui constituent un seul biofilm. Donc c'est un biofilm mixte. Et justement au sein d'un biofilm mixte, on peut assister bien sûr au passage de la résistance à un antibiotique d'une souche bactérienne, d'une espèce bactérienne vers une autre espèce bactérienne. Et bien sûr, ça peut être aussi donc des bactéries appartenant à la même espèce, mais donc entre bactéries de même espèce, des souches donc de la même espèce qui sont côte à côte, et puis l'une qui fait passer son plasmide vers l'autre, ou bien des souches ou bien des bactéries appartenant à des espèces différentes. Et là aussi donc, on va assister au passage de plasmide d'une bactérie vers une autre.